Une production des studios Bass. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. GM négocierait pour s'associer avec CATL. Le Silverado sera bientôt disponible dans sa version haut de gamme. Les modèles électrifiés de Volvo ont représenté 42% des ventes en mars. La baisse de prix de la Mustang Mach-E chez Ford est annoncée et 1,9 million de dollars à Hydro-Québec pour installer des bornes de recharge pour véhicules lourds. Sébastien Côté nous parle de l'impact d'avoir une boîte de toit sur son véhicule électrique. À la chronique Tesla, on parle des robots taxis. Et en grande entrevue, on s'entretient avec Louis-Olivier Batty du circuit électrique qui nous parle de la nouvelle tarification au kilowattheure. Et là, avec une tarification au kilowattheure, ben là, ça va vraiment être une tarification où tu vas être facturé pour le nombre de kilowattheures que ton véhicule aura accepté. Tout ça et bien plus encore dans l'épisode 171 de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le balado dédié 100% au transport électrique. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des voitures électriques du Québec. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, bien ressourcé, j'ai eu quelques journées de vacances dans les dernières semaines et ça m'a fait, mon Dieu, le plus grand bien. J'ai pu voyager un peu aux États-Unis à différents endroits et puis je reviens avec le goût de la chaleur, puis ça tombe bien, ça semble être ça qui s'installe, malgré qu'on n'a pas eu un hiver immensément froid, ça fait toujours du bien là, de revoir le printemps qui arrive et tous les avantages qui s'y rattachent. Écoutez, un beau 2 semaines aux couleurs de plusieurs annonces dans le monde de l'électromobilité, probablement que l'une des plus frappantes là, est l'arrivée finalement de la tarification au kilowattheure au circuit électrique. Ça faisait longtemps que c'était annoncé. De toute façon, le gouvernement l'a demandé et un très grand nombre d'électromobilistes le demandaient également. Donc, c'est arrivé. La tarification qui a été choisie en est une, oui, qui est au kilowattheure, mais qui est dans un certain sens mixte, puisqu'il peut y avoir une portion de la tarification qui va être à taux horaire. On a Louis-Olivier Batty du circuit électrique qui va venir nous donner tous les détails et les explications sur le fonctionnement de cette nouvelle tarification dans quelques instants. Aujourd'hui, on a également une chronique avec Sébastien Côté. Par où commencer? Donc, une chronique qui est dédiée aux nouveaux électromobilistes, donc ne manquez pas ça. On a également une chronique Tesla avec Laurent Gigon. Beaucoup de choses aussi qui bougent du côté de Tesla, donc Laurent va pouvoir nous donner plus de détails à ce sujet. Si vous n'êtes pas abonné à Silence on roule, faites-le, c'est gratuit. Abonnement.silenceonroule.com, ça vous permet de rien manquer, de recevoir des épisodes spéciaux qui sont pas rendus disponibles, soit par les médias sociaux là, ou par notre site web. Donc, ça coûte rien, faites-le, puis ça vous permet de rien manquer de Silence on roule. Puis ça fait longtemps que je ne l'ai pas demandé, mais si ce n'est déjà fait sur votre plateforme préférée, que ce soit Spotify ou Apple Podcast, allez nous mettre un petit 5 étoiles. Ça fait plaisir, puis un petit commentaire. Ça nous fait plaisir de vous lire, ça fait plaisir d'avoir des comme on dit, là, un 5 étoiles, et ça permet aussi aux algorithmes de ces outils-là de nous remonter dans la liste des podcasts, donc de nous faire voir, qu'on soit suggéré à un plus grand nombre d'auditeurs, ce qui, par la bande, évidemment, nous amène à rejoindre un plus grand nombre de personnes et d'aider à démocratiser l'information sur les véhicules électriques. Je vous rappelle également que Silence on roule est rendu possible grâce à une vaste liste de commanditaires. Encouragez-les, c'est la meilleure façon de nous rendre service. Donc, c'est d'encourager les commanditaires, de consommer chez ces entreprises-là qui encouragent l'électromobilité et de leur dire que vous êtes un auditeur de Silence on roule. Ça leur rend service, ça nous rend service, tout le monde est heureux. Maintenant, entrons dans le vif du sujet et sans plus tarder, je vous propose qu'on aille tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité. Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route.
Notre traitement nano-céramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitre teintée est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 Boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitre teintée. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada. Contactez-nous au bourgeoischevrolet.com ou au 450-834-2585. Après avoir critiqué la décision de Ford de s'associer à la compagnie de batterie chinoise CATL, GM serait sur le point de signer le même type d'entente. Selon le Car News China, General Motors négocierait pour le marché américain un accord d'approvisionnement de batteries avec le manufacturier chinois CATL. GM travaille déjà en étroite collaboration avec CATL, mais cette relation se limite pour le moment au marché chinois. L'accord serait en cours de négociation et pourrait amener un partenariat en Amérique du Nord sous la forme d'une usine de batteries commune située aux États-Unis ou au Mexique. Il est question d'un accord de licence pour les technologies de batterie LFP de CATL. Le nombre de véhicules électriques sur les routes norvégiennes va dépasser celui des voitures à essence d'ici la fin de l'année ou tout au plus au début de 2025, une première dans un pays selon Reuters et plusieurs analystes. Ce changement a été motivé par les généreux incitatifs rendus possibles et en partie grâce à l'énorme richesse pétrolière et gazière de la Norvège. Pourtant, les analystes pensent qu'il faudra encore quelques années pour que les véhicules tout électriques dépassent le nombre de véhicules à combustion en Norvège. Le pays nordique de 5,5 millions d'habitants vise à devenir le premier pays à mettre fin à la vente de véhicules neufs à essence et au diesel d'ici 2025. 9 voitures sur 10 qui sont vendues sont électriques ou hybrides branchables au début de cette année, selon les dernières statistiques. Si d'autres pays suivent l'exemple de la Norvège, la demande mondiale de pétrole pourrait atteindre un pic plus tôt que prévu. L'Agence nationale de l'énergie prévoit que le pic sera vers 2030. Actuellement, les voitures et les camionnettes représentent plus de 25 % de la demande en pétrole. Chevrolet a confirmé que le Silverado RST First Edition 2024, c'est-à-dire le modèle haut de gamme et la première version du pick-up électrique de Chevrolet, sera bientôt disponible et qu'il s'agira d'une amélioration par rapport à ce qui avait été annoncé initialement. Le Silverado RST First Edition sera disponible sur le marché américain en premier d'ici le milieu de l'année, selon Chevrolet, et le prix sera de 96 495 $ américains, y compris les frais de transport obligatoires de 1 995 américains, avec une autonomie EPA estimée de 700 km, équipée d'une batterie qui semble être la même que celle utilisée dans les GMC Hummer EV. Lorsqu'il a été présenté, le RST First Edition devait offrir une autonomie de 700 km disponible à l'automne 2023 et avoir un prix de détail suggéré par le fabricant de 105 000 $, sans compter les frais de transport. Le nouveau prix représente donc une réduction de 9 000 $ avec quelques fonctionnalités supplémentaires. Les modèles électrifiés de Volvo Cars ont représenté 42 % de toutes les ventes en mars. Les modèles entièrement électriques représentaient 23 %. Volvo Cars a en effet enregistré des ventes de plus de 78 970 véhicules en mars, soit une augmentation de 25 % par rapport au même mois l'année dernière et un record historique pour les ventes mondiales au cours d'un seul mois. Le nouveau petit VUS entièrement électrique de Volvo, le X30, a contribué à la croissance des ventes ainsi qu'à une solide performance des ventes en Europe et aux États-Unis. Autre mauvaise nouvelle pour les anti-véhicules électriques, la batterie à 1,5 million de kilomètres est en vue. Le fournisseur chinois de batteries CATL et le fabricant d'autobus Yutong se sont associés pour lancer une batterie de véhicules électriques dont la durée de vie serait, tenez-vous bien, de 1,5 million de kilomètres. Le nouveau bloc batterie a été conçu pour alimenter les véhicules électriques et commerciaux tels les autobus et les camions, évidemment. Yutong affirme que la nouvelle batterie qu'elle prévoit utiliser dans les prochains véhicules électriques ne présentera aucune dégradation au cours de ses 1000 premiers cycles.
Ford a confirmé il y a quelques jours des réductions de prix pour sa Mustang Mach-E ainsi qu'une recharge 20% plus rapide et une augmentation de l'autonomie dans certains cas. Le constructeur automobile a également remplacé son nouveau moteur qui a été conçu à l'interne et des changements qui, ensemble, rendront la version plus performante et plus rapide que la modèle Y Performance de Tesla. Selon la compagnie Ford, la Mustang Mach-E 2024 à propulsion arrière parcourt désormais jusqu'à 515 km avec le Battery Extended Range et 91 kWh, selon des données qui n'ont pas encore été confirmées par le PA. Le gouvernement accorde 1,9 million de dollars à Hydro-Québec pour le déploiement de bornes de recharge publique. Ce projet pilote devrait permettre d'ici 2025 l'installation, la mise en service et l'exploitation de 34 bornes de recharge double et de 3 bornes de recharge rapide pour véhicules lourds. L'objectif de ce projet pilote est d'expérimenter de nouveaux modèles d'affaires pour ces deux programmes. Une tarification modulée pour la recharge de nuit répondant aux besoins des résidents des quartiers n'ayant pas de bornes de recharge à domicile et des bornes de recharge pour les opérateurs de véhicules lourds situés près des parcs industriels, lieux où les premiers camions électriques en exploitation sont attendus. Ce projet pilote devrait faciliter l'atteinte des objectifs du gouvernement dans le cadre de la stratégie québécoise sur la recharge de véhicules électriques 2023-2030, soit le déploiement de 110 000 bornes de recharge publique niveau 2 et celui de 6 700 bornes de recharge publique à l'horizon 2030. Vous aimeriez avoir une conférence par des vrais professionnels des voitures électriques? Faites confiance aux conférences de Silence on roule. Nous avons une panoplie de conférences allant de 30 minutes à 90 minutes. Pour plus d'informations et pour réserver votre conférence, écrivez à martin@silenceonroule.com. martin@silenceonroule.com. La chronique « Par où commencer ?» est une gracieuseté de l'Association des véhicules électriques du Québec. Devenir membre est un incontournable pour tout futur ou nouvel électromobiliste. www.aveq.ca. Par où commencer? Avec Sébastien Côté. Rebonjour Sébastien Côté. Rebonjour Martin. Sébastien, on est juste au mois d'avril, mais c'est l'époque habituellement de l'année où on commence à tracer nos plans de voyage. Et qui dit voyage et vacances dit vouloir traîner avec nous certains accessoires qui logent mal dans le véhicule. Donc, on va penser soit à une boîte de toit ou un support arrière de véhicule pour traîner des vélos, des bagages, des choses comme ça. Et là, plusieurs de nos auditeurs se posent la question, c'est quoi l'impact? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, on peut faire ça avec un auto électrique, il n'y a pas de contre-indication. Ben non, on peut le faire, tout comme n'importe quel véhicule, mais il faut savoir que, on le sait, l'autonomie, on a un effet sur l'autonomie avec l'aérodynamique du véhicule en partant. Donc, le véhicule est étudié pour être efficace, mais aussitôt qu'on va ajouter un support de toit ou quelconque accessoire, effectivement. Ça va pogner dans le vent. Oui, c'est ça. Évidemment, ça va être beaucoup un aspect aérodynamique. On va être un peu moins dans le poids de la charge, comme dans le cas si on tire une remorque ou une roulotte. On ne traitera pas de ça aujourd'hui. D'ailleurs, si on a des auditeurs qui sont intéressés à en entendre parler, dans notre épisode 128, en juin 2022, on a traité le cas des voitures électriques qui remorquent, que ce soit un trailer, que ce soit une petite roulotte, une tente roulotte, peu importe. On a traité de cet aspect-là où là, le poids de ce qu'on tire est un aspect. Puis il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup de manufacturiers de véhicules électriques qui ne recommandent pas de tirer, là, de tracter des objets. Mais par contre, se mettre un support à vélo, se mettre un toolé sur le toit, ben ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, mais ça aura quand même un impact. Donc, qui dit moins d'aérodynamisme, tu disais ça affecte l'aérodynamisme, donc ça va affecter notre autonomie. On va perdre un peu d'autonomie parce qu'on a installé ce rack ou cette boîte-là. Oui, effectivement, il y a quand même plusieurs analyses qui ont été faites. Il y a des lectures à n'en plus finir sur le sujet, donc il n'y a pas de science exacte, précise là-dedans. Mais il faut savoir qu'avec le simple support de toit vide, les barres de toit, comme on pourrait dire, qu'on va laisser installer peut-être à l'année au cas où que j'ai besoin de mettre la boîte, pourrait amener jusqu'à un total de 10 % de diminution d'autonomie. Fait que cette autonomie-là ou cet impact-là pourrait augmenter à 20 à 25 % si on l'équipe là, de vélo, puis si on met la boîte de transport.
Parce que, évidemment, vous avez une surface frontale beaucoup plus grande à ce moment-là. Oui, puis c'est pas rare qu'on a les deux. C'est-à-dire qu'on peut avoir des vélos accrochés en arrière du véhicule sur un support à vélo qui va s'installer après la valise, par exemple, et qu'on va avoir en plus sur le toit un toulet, des bagages dans la valise, les enfants sur le siège en arrière, puis une petite caisse de bière à terre à nous. Il faut savoir aussi qu'on ça ne veut pas se dire qu'il faut s'empêcher ou se limiter de voyager. Hein. Il y a des applications de planification de voyage. Vous pouvez sélectionner certains critères. Je pense même qu'il y a quelque chose au niveau des... Oui. Support de toit, règle de vélo. Donc, les planificateurs de trajet tiennent compte du fait qu'on a ajouté un support de toit ou une boîte, quelque chose comme ça, pour ajuster sa planification puis l'autonomie que va avoir le véhicule en tenant compte justement de ce qu'on parle là, d'une petite perte à l'augmentation de la friction dans l'air dû au fait qu'on a mis une boîte sur le toit. Oui, puis il y a aussi une question qu'on peut se poser. Est-ce que j'ai besoin de le laisser toujours sur mon véhicule? Si c'est juste pour 2-3 fois dans l'été, il faudrait vraiment y penser parce qu'il y a un effet quand même non négligeable. Ouais. Donc, à ce moment-là, peut-être juste le garder. Puis au quotidien, n'oubliez pas non plus le bruit. Il y a beaucoup de critiques par rapport au niveau du bruit, là, des supports de toit. Donc, est-ce que vous êtes prêt à endurer autant le bruit que la perte d'autonomie? Ça peut peut-être même à ce moment-là, Sébastien, devenir un critère dans le choix de la boîte de toit qu'on va prendre, en prendre une qu'on peut fixer et enlever facilement, parce que si on se dit qu'on va l'utiliser 2, 3, 4 fois dans l'été, mais qu'entre ces fois-là, on veut l'enlever, il ne faut pas que ça nous prenne une demi-journée à chaque fois ou que ça prenne une équipe de 4 personnes. On veut que ça soit simple. Tu sais, moi, je connais les toulets, là, c'est relativement simple à installer puis à enlever. Donc, peut-être s'assurer qu'on peut la mettre et l'enlever facilement. Oui, on pourrait y aller avec une solution peut-être moins éreintante au niveau de la tâche remorque. Au niveau de la tâche remorque, maintenant, il y a différents supports multifonctionnels. À l'arrière du véhicule, là, tu parles au lieu du toit. Ouais. Oui, donc on va travailler à hauteur d'homme, si on peut dire, puis que pour le plus facile à installer la boîte et les vélos, va être plus facile à mettre l'équipement sur le... Mais il faut faire installer à ce moment-là. Après, il faut faire souder après le véhicule le fameux hitch, là, le tuyau carré là, dans lequel on va rentrer notre support à vélo ou notre support de boîte. Oui, mais de cette façon-là, de façon générale, vous allez avoir un effet quand même moindre, dépendant du type de véhicule puis de son aérodynamique de base. La tâche remorque, le support sur la tâche remorque va vous permettre d'économiser un peu plus là, que sur le toit. Oui, tout à fait. Puis, il y a aussi tout l'effet du fait que c'est, comme tu dis, à hauteur d'homme. Donc, si on veut être capable, pendant notre voyage, de remettre des choses dans la boîte matin et soir, si on est en camping, par exemple, ben, on n'est pas obligé de grimper sur le toit de l'auto. Le fait que ce soit plus bas, évidemment, c'est quelque chose qui est installé de façon en tout cas, pendant le voyage, on peut avoir un accès plus facile là, avec cette boîte-là. Il existe 2 grands défauts, par exemple, hein, de ça. Là. Oui, effectivement. Ben, c'est que vous avez la possibilité de cacher la vue des feux arrière, ça, dépendant des vélos qui vont tomber ou la boîte. Si elle n'est pas équipée de feux supplémentaires, ben, dépendant du modèle de véhicule, c'est universel. Il ne faut pas oublier. Dépendant du type de véhicule, ben, faire attention pour ne pas cacher les feux arrière. La sécurité. Puis aussi, ça va allonger votre véhicule. Donc, autant le support de toit, vous allez devoir surveiller les hauteurs que celui-là posé à l'arrière, ben, lorsque vous stationnez, ben, c'est qu'il... Oui, si on va dans un stationnement souterrain, qu'on a une boîte sur le toit, il faut faire attention, des fois, les espaces sont un peu exigus. L'entrée, entre autres, il y a toujours une barre, là. Et à l'arrière aussi, c'est important, on est habitué avec nos mesures. Il n'y a pas non plus, Sébastien, un problème parce que certains véhicules, les véhicules sont maintenant très technologiques, ont des capteurs pour nous dire si on est trop proche, trop loin. Si on met un vélo qui est fixe en arrière, le véhicule, il a l'impression qu'on est trop collé sur un obstacle parce que ce soit par radar ou par détection caméra, on détecte un objet très proche du véhicule et là, le véhicule refuse soit de s'engager ou qu'on ne peut plus reculer. Je pense qu'il y a une façon de contourner ça. Il y a des fonctionnalités dans la voiture pour contourner ça. Oui, dans certains menus, il y a moyen de diminuer lorsqu'on fait marche arrière, d'aller dans les menus à ce moment-là, souvent dans l'écran de caméra, d'aller diminuer les signaux qu'on va recevoir ou les avertissements. Mais aussi, certains véhicules, quand vous avez l'option de choisir la tâche remorque du manufacturier, qui va venir aussi avec le filage, aussitôt qu'on va brancher quelque chose qui va savoir que nous avons quelque chose accroché à l'arrière, à ce moment-là, il va tomber en mode remorquage. Et là, il sait que c'est normal qu'il y ait un objet qui nous suit de très proche. Hein? Exact. Parce que, en fait, on veut que nos bagages nous suivent de très proche. Hein? Effectivement.
On a parlé d'aérodynamisme, là, mais j'aimerais ça peut-être qu'on conclue là-dessus. On est habitué des fois sur l'autoroute de rouler vite un peu. Si on a moins d'aérodynamisme et qu'on se met à rouler en plus un peu plus, ou je dirais pas trop vite, mais je veux dire plus vite, l'impact là, que ça va avoir va monter à vitesse grand V. Là. Oui, vous avez déjà vécu l'expérience là, dans la plupart des cas là, que vous voyez un effet là, pas tout à fait exponentiel là, sur l'autonomie, sans accessoires, je devrais dire. Donc, si vous en ajoutez, là, vous amplifiez cet effet-là. Donc, c'est vraiment un pensez-y bien là, d'ajuster des fois vos vitesses sur autoroute, surtout, parce que c'est là que la vitesse va être plus grande, puis va avoir un plus grand effet sur l'autonomie. Oui, et ne jamais oublier que, et on l'explique dans d'autres contextes, mais on se dit souvent, par temps froid, l'air est plus dense, donc l'impact de notre boîte va être beaucoup plus grand par temps froid que par temps chaud. C'est le même principe qu'on dit souvent, là, les gens qui font de la moto le confirment, là, l'été, quand il fait très chaud, les molécules d'air sont dilatées, on passe à travers l'air beaucoup plus facilement en moto. Quand il se met à faire froid, la résistance du vent qu'on a dans le visage là, est beaucoup plus grande. On a l'impression qu'on traverse quelque chose de plus dense, mais notre boîte, notre véhicule, ça va être exactement le même phénomène. Donc, tous les inconvénients dont on parle depuis tantôt en termes d'aérodynamisme vont être beaucoup plus grands par temps froid. Donc, si on utilise notre véhicule électrique l'hiver avec des skis ou une boîte pour aller en vacances l'hiver, ça va être plus grand que ce sera l'été. Hein. Oui, tout à fait. Sébastien, si les gens veulent te poser des questions, te suggérer des trucs, comment on peut te rejoindre? On peut m'écrire à sébastien.côté@silenceonroule.com. Vous pouvez également aller sur le site web de Silence on Roule ou silenceonroule.com ou encore directement question.silenceonroule.com pour atteindre notre boîte vocale numérique. Sébastien, on se reparle dans un mois. Merci. Ciao. Bye. Vous venez de faire le saut vers l'électrique et devez réfléchir à vos recharges. Vous voulez une borne au chalet? Vous voulez une solution rapide et sans embûches? Il n'y a qu'une solution, Hydro Solutions. Depuis plus de 60 ans, Hydro Solutions est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main pour les bornes de recharge. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Demandez une soumission gratuite et sans engagement de votre part au www.hydrosolutions.com. Une seule visite sur leur site web vous permettra de constater la simplicité avec laquelle vous pouvez entamer une démarche afin qu'ils prennent tout en charge. L'analyse de votre situation, l'installation d'une borne de qualité par un installateur certifié et même, au besoin, le financement sur 24 ou 48 mois. Par la suite, en cas de problème, leur équipe d'experts est là pour vous. Hydro Solutions, leur mission, vous simplifier la vie. Aujourd'hui, on reçoit Louis-Olivier Batty, qui est porte-parole d'Hydro-Québec. Louis-Olivier, bonjour. Bonjour, Martin. On va mettre la table. Louis-Olivier, on se connaît. Fait oui. Que, ça se peut que je... Ben, pas ça se peut. Je vais te tutoyer, là. Faut pas que les gens pensent que je suis impoli, mais on se connaît depuis déjà de nombreuses années. Aujourd'hui, tu es là pour nous parler de quelque chose qui vient tout juste d'entrer en vigueur. Donc, la tarification, ce que tout le monde appelle la tarification kilowattheure. On va donner des nuances dans quelques instants. Mais, première des choses... cette venue-là, ce nouveau mode-là, c'est un jalon important pour Hydro-Québec. Pourquoi c'était important de passer à cette tarification-là? En fait, c'était important pour le circuit électrique pour Hydro-Québec et surtout, je dirais, pour les électromobilistes en général. Donc, nos membres, puis ceux qui utilisent le réseau de bornes du circuit électrique. Parce que, finalement, avec une tarification au kilowattheure, les gens vont payer vraiment pour le nombre d'énergie qui est livré à leur batterie de véhicules électriques. Donc, c'est vraiment une tarification qui devient plus équitable, plus juste pour l'ensemble des propriétaires de véhicules électriques. Ça fait plusieurs années qu'on entend plein d'électromobilistes dire que c'est un non-sens d'être facturé autant. C'est comme si Shell ou Texaco ou peu importe qui me facturait au nombre de minutes que je mets de l'essence dans mon véhicule. C'est un parallèle qui est bon. Là. C'est un peu ça qui se passait. Par contre, il y en a plein d'autres qui disent que c'est une mauvaise idée. On a vu ça dernièrement là, quand l'annonce s'est faite, là, que cette tarification-là arrivait. Il y en a plein qui disent non, c'est pas une bonne idée, ça va nous coûter plus cher. Ou encore, il y en a qui disent que ça va inciter les gens à rester longtemps sur les bornes puisque
on les facture plus autant qu'ils sont sur la borne, mais à la quantité d'énergie qu'ils consomment, donc ils n'ont plus d'intérêt à être là pas longtemps. On va essayer de démêler tout ça. Première question que je te poserais, Louis, on va essayer de définir puis de clarifier les différents types de facturation. Il y en a plusieurs. Il y a des taux fixes, des taux horaires, des taux par kilowattheure. C'est quoi les différences entre chacun puis les avantages, les inconvénients là, de ces taux-là? Ouais, je pense d'entrée de jeu, il faudrait juste bien faire la différence entre les bornes de niveau 2, donc les bornes standards à 240 volts, et la recharge rapide. Donc, c'est sûr que pour les bornes de niveau 2, la tarification a peu changé. Il y a quand même eu des ajustements là, dans les dernières années, mais essentiellement, c'est une tarification horaire qui est déterminée par le propriétaire de la borne, qui est partenaire du circuit électrique. Qui n'est pas le circuit électrique. Qui n'est pas le circuit électrique, exact. C'est vraiment des municipalités, des institutions, des entreprises privées, des commerces, tout ça, qui offrent de la recharge de niveau 2. Là, on a vraiment une tarification qui est par session ou une tarification horaire. C'est parfait, ça convient puisque l'usage de ce type de borne-là, vous le savez, là, c'est, on va être là souvent pour soit une session, si on est là, prenons un exemple, dans un stationnement incitatif de l'Agence métropolitaine de transport, l'AMT, on passe 6-7 heures là pour notre journée de travail, on se branche, c'est un tarif qui est peut-être pour une session de recharge, donc ça permet de faire session, le plein. C'est un taux fixe. C'est un taux fixe, que vous branchiez 20 minutes ou 5 heures. Ça va être le même prix. Donc, mettons 10 ou 15 pour la session, puis c'est le prix. Tu le sais que ça va te coûter ce prix-là, that's it. Exact. Donc, ça, c'est clair. Le taux horaire pour la borne, donc niveau 2, ben là, il va varier aussi, là, mais on parle de 1-2 de l'heure. Puis là, ça va être vraiment au temps d'utilisation. Donc, puis toujours, évidemment, garder en tête que tant qu'on reste branché, bien évidemment, on est facturé. Que la voiture soit pleine ou non. Donc, si on est branché, par exemple, sur une borne à $1 de l'heure, puis on est là 4 heures, qu'elle se recharge ou non, là, qu'elle soit pleine ou non, le 4 heures qu'on va être branché, on va être facturé 4 fois $1, donc $4. Exact. Donc, ça, évidemment, il y a des moyens de s'assurer là, d'être notifié, notamment lorsque notre recharge est complétée. Là, donc, il y a plein d'outils, on peut y revenir. Donc, ça, c'est vraiment pour la recharge standard. Là, si on parle de la recharge rapide, bien là, c'est ça. Là, dans le passé, on avait une tarification donc horaire qui n'était pas nécessairement l'idéal, mais qui permettait quand même d'offrir différents paliers, parce qu'on sait qu'une recharge rapide, évidemment, c'est pas linéaire. Là, c'est pas on recharge tout le temps à la même puissance tout le long de notre recharge. Non, ça varie énormément. Ça peut varier d'un véhicule beaucoup à l'autre. Pendant la même recharge pour le même véhicule, ça peut être beaucoup au début, moyennement au milieu de notre recharge, puis très peu à la fin. Donc, la puissance appelée varie. Donc, souvent, on commence notre recharge à 20-30% là, du niveau de la batterie. Ça va bien charger. On va avoir une bonne puissance de recharge. Puis, petit à petit, là, on arrive vers 70-80%. Ça diminue grandement. Puis, quand on arrive au-delà de 90%, bien, la recharge là, devient très, très lente. Et donc, il y avait une facturation horaire par palier qui permettait de s'approcher à peu près là, de tarification au kilowattheure, mais qui n'était pas encore ça. Donc, ce n'était pas encore là, le plus juste pour l'ensemble des consommateurs. Donc, Louis, pour être clair, c'est-à-dire que ce que vous facturiez, c'était du temps d'utilisation de la borne, mais le taux horaire de la borne variait en fonction de la puissance qui était appelée par la borne. C'est-à-dire que si tu demandais beaucoup de puissance à la borne, le coût que ça te coûtait par minute te coûtait plus cher que si tu appelais moyennement ou peu de puissance à la borne, c'est ça? En fait, ce qu'on voyait avec la tarification horaire, c'est que si tu avais un véhicule, disons tu recharges sur une borne de 50 kW. Ton véhicule recharge là, en moyenne, tu as une bonne recharge, 47, 48, 49 kW, bien là, évidemment, c'est intéressant. Mais si tu as un véhicule, disons, qui rechargeait plutôt autour de 30, 35 kW, bien, tu étais en fait désavantagé parce que tu payes le même tarif horaire, mais finalement, tu reçois moins d'énergie. Tout à fait. Et donc, c'est là où il y avait un certain déséquilibre, si on veut, une certaine inéquité. Et là, avec une tarification au kilowattheure, ben là, ça va vraiment être une tarification où tu vas être facturé pour le nombre de kilowattheures que ton véhicule aura accepté. Okay. Donc on va y arriver. Si je résume, Louis, avec l'ancien système, une voiture peu performante au niveau de la recharge rapide.
une Bolt, je sais pas moi, une Nissan de première génération, était nettement désavantagé sur, par exemple, si on se branche une borne de 50 ou de 100, mais on ne tire pas plus que 25-30, on était désavantagé par rapport à quelqu'un qui a une voiture plus performante qui, elle, est capable d'aller à côté le maximum de la borne. Donc, pour le même prix par minute, on est capable d'aller chercher plus d'énergie que quelqu'un qui va moins vite. Donc, c'est inéquitable. C'est comme si je payais mon steak haché plus cher si j'étais au magasin moins longtemps ou plus longtemps. Ça n'a pas de sens. Pas de sens. Okay. Exactement, ça n'a pas de sens. Bien qu'on continue d'offrir parmi les meilleurs tarifs. Ah, tout à fait. C'est pas le tarif dont il est en question, mais bien la façon dont c'est appliqué. Exact. Simplement rappeler, puis on ne l'a pas dit d'entrée de jeu, mais la question qui peut nous venir très rapidement à l'esprit, mais pourquoi avoir attendu si longtemps? Ça fait pas si longtemps qu'on peut le faire, charger au kilowattheure, n'est-ce pas? Exact. C'est sûr qu'on le sait depuis de nombreuses années là, que c'était quelque chose qui était attendu, qui était souhaité par les électromobilistes, mais on ne pouvait pas encore le faire sans rentrer dans tous les détails. Là, il n'y avait pas d'appareil ou d'homologation de Mesure Canada qui permettait de le faire. Mais depuis l'automne dernier, il y a eu une dérogation qui a été donnée par Mesure Canada. Et donc, maintenant, les réseaux de recharge, comme le circuit électrique, peuvent faire de la facturation au kilowattheure. Il y a d'autres réseaux qui le faisaient déjà. Là, nous, ça s'en vient. Là. Donc, en fait, c'est offert là, depuis le 2 avril. Là. Donc, maintenant, c'est la nouvelle tarification. Et c'est sûr qu'on aurait souhaité le faire avant. Là, maintenant, on peut le faire. Okay. Là, on va juste clarifier quelque chose. En fait, il y a deux éléments pour moi qui sont importants parce que je lis un peu les réactions sur les réseaux sociaux puis l'interprétation que les gens font de cette annonce-là. Puis je pense qu'il y a quelques petits éléments qui ne sont pas tout à fait compris. Tu me diras si je me trompe. Première des choses, annoncer une tarification au kilowattheure ne veut pas dire que toutes les bornes circuit électrique dans toutes les conditions vont coûter le même prix au kilowattheure. C'est-à-dire que une borne à 400 kW ou une borne à 180 kW peut coûter plus cher le kilowattheure qu'une borne à 24 ou à 50 kW. Tout à fait. Donc, prix au kilowattheure ne veut pas dire le même prix sur toutes les bornes. Ça, c'est la première chose. Il y a encore des paliers, évidemment, selon la puissance. Exact. Deuxième des choses, pouvoir facturer au kilowattheure n'exclut pas qu'on peut quand même, simultanément ou en alternance, facturer du temps. Hein? Oui. Je pense que ça, c'est un élément important à comprendre. Oui, puis c'est vraiment important parce que, en fait, là, la facturation qui est offerte depuis le 2 avril, en fait, c'est une facturation, si on veut, hybride, donc qui est basée pour la recharge rapide au kilowattheure, l'essentiel de votre recharge, mais qui garde quand même une certaine composante d'un taux horaire lorsque vous allez baisser, lorsqu'en fait, la vitesse de la recharge va être en bas de 20 kW. Ou de 10 kW là, sur une borne de 24 kW, là, mais essentiellement sur des bornes de 50 kW et plus. Dès qu'on tombe en bas de 20 kW, là, ce sera un taux horaire qui va être appliqué. Et ce taux-là va être doublé lorsque vous allez atteindre plus de 90 % de votre niveau de recharge. Donc, c'est ça. Donc, l'idée ici, essentiellement, c'était donc d'avoir une tarification au kilowattheure qui est plus équitable, mais de garder aussi un élément un peu dissuasif au niveau d'une tarification horaire selon la puissance ou le seuil du niveau de la batterie pour justement que les gens, choisissent la bonne borne, donc la bonne puissance de borne qui s'adapte à leur véhicule, qui correspond le mieux à leur véhicule, et aussi qu'en termes de qualité de recharge, si on veut, d'efficacité de recharge, lorsqu'on atteint 90 %, bien, que les gens terminent leur session de recharge et libèrent la borne pour quelqu'un d'autre. OK. Ouais. Donc, la crainte que certains ont de dire que ça va être l'apocalypse, les gens vont squatter les bornes vitam aeternam parce qu'ils sont facturés à l'énergie. À la limite, quand la voiture est pleine, elle tire plus d'énergie, donc on est facturé zéro, donc on peut rester là tant qu'on veut. Ce n'est pas vrai. Non. Donc, dès que la puissance, j'ai bien compris, on excède, c'est-à-dire on descend en bas de 20 kW de puissance. Donc, notre batterie se charge, puis à un moment donné, la vitesse ralentit. Et là, on baisse là, en bas de 20 kW de puissance appelée à la borne. Là, on bascule d'un mode de facturation au kilowattheure et on tombe à un taux horaire. Taux horaire qui va doubler dès qu'on va atteindre 90 % de recharge. Donc, ça va finir par coûter cher à quelqu'un qui décide de rester là longtemps. Là. Disons que ce sera un choix qui sera, plus coûteux, ça c'est clair. Puis, dans les faits, il faut peut-être rappeler aussi aux gens, lorsqu'on fait des longues distances, des fois, il vaut mieux faire 2 recharges rapides de plus courte durée que d'essayer de faire une recharge complète jusqu'à 100 % qui sera en termes de temps et en termes de coût pas intéressant. Tout à fait. Écoute, c'est hyper intéressant, puis je pense que ça met en relief le fait qu'on essaie de tirer
on met à profit le bon côté des deux modes. Le taux horaire est un moyen qui est moins avantageux au niveau de l'équité par rapport à l'énergie, mais il est très lié à l'utilisation de la borne dans le temps, donc qui aide les gens à se réguler sur « je ne resterai pas là trop longtemps, ça va me coûter trop cher parce que je suis facturé autant ». Et le gros de la recharge, qui, elle, se passe quand même à une puissance qui est intéressante, elle est facturée au kilowattheure, donc là, ça devient équitable. On va chercher le meilleur des deux mondes, dans le fond, dans cette approche hybride-là. Je pense que c'est assez intéressant. Exact. Concrètement, sur le plancher des vaches, avec le tarif que vous avez annoncé, les tarifs que vous avez annoncés dernièrement, il y a plusieurs paliers et ces paliers-là ne sont pas facturés au même coût en fonction de la borne sur laquelle on se situe. Donc, on va essayer juste de démêler un peu tout ça. On sait qu'il y a des bornes de 24 kW. Il n'y en a pas des tonnes au Québec, là, mais il y a certains endroits, il y en a. Les gens en voient à l'occasion. Puis c'est des bornes qui sont intéressantes parce qu'ils permettent de payer beaucoup moins cher pour être capable de charger quand même à une vitesse qui est intéressante. Pour certains véhicules, en tout cas, qui ne sont pas très rapides, ça peut être intéressant. Mais le gros du parc de bornes rapides circuit électrique, 50 kW et plus. Donc, sur une borne de 50 kW, le taux horaire qui a été fixé pour la recharge, pas le taux horaire, le taux au kilowattheure, hein, même il faut ajouter notre vocabulaire, c'est de 36 sous le kilowattheure. Ça veut donc dire que pour chaque kilowattheure d'énergie que je vais rajouter dans ma batterie, ça va me coûter 36 sous, ça c'est le prix taxe incluse, c'est ça? Exact. Donc, ça, c'est le prix taxe inclus. Et si je suis en train de me charger sur cette borne de 50 kW-là, puis ma puissance baisse tranquillement pas vite, puis la recharge est de plus en plus lente, puis je descends en bas de 20 kW, exact. Ben là, je ne serai plus facturé 36 sous le kilowattheure. Je vais tomber sur une facturation à taux horaire qui est de 13 et 14 $. Exact. Jusqu'à temps que je dépasse 90%. Là, on a x2, 26 et 28 ou 29 là, de dollars. Exact. Essentiellement, donc c'est ça. Donc là, maintenant, le tarif au kilowattheure va être ajusté encore selon certains paliers. Donc, ça va aller de 36 sous jusqu'à 60 sous là, si on est sur des bornes, là, si on charge à plus de 180 kWh et plus. Là. Donc, il y a vraiment une... c'est ça. Donc, il y a encore cette notion-là de palier. Puis peut-être pour que les gens comprennent un peu, l'idée, c'est... pourquoi il y a cette différence-là selon les paliers? C'est un peu, je prendrais comme, disons, votre Internet à la maison. Si vous avez un Internet qui est lent et qui n'a pas un gros débit, ben, vous allez payer un bon prix. Puis si vous voulez avoir le super Internet rapide qui débite beaucoup, ben, forcément, le prix va être plus cher. Donc, c'est un peu la même notion où plus tu en as, en termes de rapidité, d'énergie que ton véhicule va pouvoir, d'énergie qui va être délivrée à ton véhicule, ben plus ce service-là, tu vas le payer cher. Puis moins tu en as, ben, donc c'est un peu la même. Je pense, Louis-Olivier, c'est important de rappeler aux gens à la maison qui peuvent ne pas être familiers avec le concept, puisque ça s'applique plus ou moins à un tarif résidentiel où on tire une puissance, notre maison tire une puissance relativement basse, mais à haute puissance, là, quand on parle des bornes rapides de 200 kW, puis que sur un site, là, il y en a 5, mettons, on est rendu à 1 MW de puissance, le coût de l'électricité n'est pas le même. C'est-à-dire que là, nous, à la maison, on est habitué d'être chargé en fonction de notre consommation, mais en réalité, une consommation à faible puissance coûte moins cher qu'une consommation à haute puissance. Et ça, on n'est pas familier avec ce concept-là, mais dans le cas des bornes de recharge rapide qui, elles, sont à haute puissance, c'était un peu un non-sens que ça coûte le même prix à haute puissance qu'à basse puissance. Exactement. Donc, on vient rétablir aussi cette espèce d'iniquité-là. Oui, tout à fait. Les équipements sont plus chers, le coût de l'énergie est plus cher, donc forcément, il faut que ça se reflète à quelque part dans le prix. Et là, ça va être le cas. Bien sûr. Ouais. Une autre question, étant donné on vient de dire que si je me branche sur une borne de 50 kW, ça va me coûter 36 sous sur ma borne pour me charger le kilowattheure. Ben, à 36 sous, pourquoi je ne prendrais pas la 100 kW? Pourquoi je ne prendrais pas la borne de 180 kW? C'est 36 sous. C'est que sur la borne de 100 puis sur la borne de 180, la même puissance ne coûtera pas le même prix. C'est-à-dire la même quantité d'énergie ne coûtera pas le même prix. Donc, le 36 sous par kilowattheure, il coûte plutôt 41 sous le kilowattheure sur une borne de 100 kW. Exact. Ce qui est donc pour en fait, c'est 47 sous de 0 à 50 kW, puis ça tombe à 41 sous de 50 kW à 100 kW. Donc, ça revient plus cher se brancher sur une borne de 100 kW quand on n'a pas de besoin que lorsqu'on a un véhicule qui est capable de tirer la bonne puissance. Donc ça devient intéressant. Les gens qui ont peur que les grosses autos monopolisent les petites bornes ou que les gens qui ont des petites voitures monopolisent les autos avec les grosses bornes, la tarification tient compte de ça pour ramener le bon véhicule à la bonne borne. C'est un très bon point que tu apportes, Martin, parce que c'est ça, l'idée, ça demeure toujours
qu'on veut que les gens... bon, évidemment, il faut connaître. Je pense que l'important lorsqu'on a un véhicule électrique, c'est de connaître quelle puissance notre véhicule peut tirer, qu'est-ce que la batterie peut tirer, selon si c'est l'hiver, l'été, selon le niveau de notre batterie. Mais bref, il y a plusieurs facteurs. Mais c'est ça. Donc, l'idée, c'est que les gens soient naturellement, au niveau du prix, dirigés vers la borne qui va être la plus intéressante pour eux, pour laisser les bonnes bornes au bon véhicule. Donc, si vraiment vous avez un véhicule qui arrive difficilement à tirer plus que 60 kW, d'aller se brancher sur une borne de 100 kW, ça ne sera pas nécessairement intéressant. Vaut mieux encore là rester sur une borne de 50 kW. Donc, c'est vraiment une question là, d'avoir la bonne borne pour le bon véhicule. Oui, puis la tarification force un peu un ajustement pour que les gens aient à la bonne place. Les gens qui ont des voitures qui tirent beaucoup d'énergie, là, qui sont capables de beaucoup de puissance, je devrais dire, comme une V6, une Ioniq 5, une Ioniq 6, etc., même les nouveaux pick-up, là, ça tire pas mal d'énergie. Vous donnez une idée, quand vous allez être en haut de 180 kW, donc vous allez tirer le maximum, là, vous allez être capable d'aller chercher le maximum de votre véhicule, par exemple, vous allez payer votre énergie à 60 sous le kilowattheure. Quand la puissance appelée parce que votre batterie est en train de se charger, donc la puissance va baisser un peu, on le sait que la courbe, là, ça baisse dans le temps. Vous approchez, par exemple, je ne sais pas, 50-60% de charge, et là, la puissance baisse. Dès que vous allez tomber en bas de 180, au lieu de payer 63 sous le kilowattheure, vous allez payer, au lieu de 60 sous, vous allez payer 53 sous. Et dès que vous allez tomber en bas de 100, ça va tomber à 41 sous. Donc, on voit qu'en fonction de la puissance que vous allez appeler, le coût au kilowattheure va changer. Donc, tantôt, quand on disait, c'est pas parce que c'est tarifé au kilowattheure que le kilowattheure va coûter le même prix tout le temps. Vous le voyez là, que plus vous tirez de puissance, plus le kilowattheure coûte cher. Puis exact. Puis je pense qu'il faut que les gens comprennent que tout ça, là, ce dont on parle, c'est durant une même recharge. Là. Durant une même recharge, vous allez peut-être passer en haut de 180 kW. À la fin de la recharge, de votre station de recharge, vous allez diminuer en bas de ça. Et donc, la facturation qui est faite se fait au kilowattheure, mais c'est facturé aussi à la seconde, dans le sens où si pendant une seconde, vous êtes en haut de 180, vous allez payer 60 sous du kilowattheure. Si vous baissez la seconde d'après en bas de 180, bien là, le prix va s'ajuster. Donc c'est dynamique. Tout ça est très dynamique. Oui, exactement. Oui, ça bouge. Ouais. Écoute, on est presque rendu à la fin, Louis-O. Donc, c'est déjà en fonction de cette tarification-là sur les bornes rapides. On vous le rappelle, c'est pas les bornes niveau 2, c'est les bornes rapides. Est-ce que c'est toutes les bornes rapides du circuit électrique ou c'est juste certaines bornes? Comment c'est appliqué? C'est appliqué à l'ensemble des bornes rapides du circuit électrique au Québec. OK. Exact. Et les prix et tout ce qu'on a discuté tantôt, c'est circuit électrique. Donc, il y a d'autres réseaux. Eux, ils sont évidemment possiblement à d'autres prix. Comment se situe le prix du circuit électrique si on compare avec les autres réseaux? Je pense qu'il y a eu, historiquement, il y a toujours eu des tarifs. L'idée a toujours été de garder les tarifs, les meilleurs possibles. Si on se compare par rapport au reste de l'Amérique du Nord, ça demeure des tarifs là, offerts par le circuit électrique qui sont parmi les plus intéressants. Donc, il y a le tarif, on a voulu préserver quand même un tarif qui est très intéressant pour les gens, sans parler aussi ou sans diminuer là aussi la fiabilité de notre réseau de bornes rapides. Tout à fait. Si les gens veulent avoir de l'information complémentaire, donc parce que là, on expliquait ça, puis je comprends, là, c'est difficile, là, à moins de prendre des notes puis se faire des dessins pendant que je parle, ce qui n'est pas toujours facile. Vous avez sur le site web du circuit électrique, je pense, des beaux tableaux qui expliquent ça avec des cas, des mises en situation. Supposons un Kona, avec sa courbe de recharge, puis là, on voit comment va lui coûter sa recharge, là, donc en fonction des différents types de bornes, les 25, 50, 100, 180 kW, c'est tout bien expliqué. Donc, le site web, c'est... Donc, on invite les gens à aller voir le site web lecircuitélectrique.com. Également aussi via l'application mobile, il faut le rappeler, tout ça va être très transparent. Là. Si vous allez vous trouver une borne, le tarif va être bien détaillé. Donc, c'est assez facile à comprendre. Vous allez avoir toute l'information là, pour savoir tout à fait. Mais gardez en tête que le tarif va varier en fonction de la puissance que vous allez appeler. Plus votre voiture va appeler de la puissance, plus ça va vous coûter cher le kilowattheure, mais moins vous allez rester là longtemps. Hein? Je pense que c'est un peu ça. Ça résume très bien. Louis-Olivier Batty, porte-parole d'Hydro-Québec, merci beaucoup pour ta présence au podcast. Ça fait plaisir d'être là. Merci, Martin. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire.
Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 boulevard Parkway à Anjou. 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. La chronique Tesla est une présentation de NextDrive, un réseau d'ateliers pour une nouvelle génération de véhicules. Confiez l'entretien et la réparation de votre VE à des techniciens certifiés et propulsés par NAPA. How do you plan a business where you know, the rocket business, you know some of these things are going to blow up on the launch pad? How does the business plan work? I don't really have a business plan. Chronique Tesla avec Laurent Gigon. Le 8 août prochain, le monde de l'automobile et de la technologie va être témoin d'une révélation majeure. Tesla prévoit de lever le voile sur son projet très attendu de robotaxi, un véhicule conçu dès le départ pour la conduite autonome, sans pédale ni volant. Annoncé par Elon Musk via un post sur X, cette initiative marque une étape supplémentaire dans la vision à long terme de Tesla pour le transport autonome et partagé. Le concept de robotaxi de Tesla n'est pas nouveau, il fait partie du Master Plan 2 de Elon Musk, exposé pour la première fois en 2016. L'idée de permettre aux utilisateurs de commander une course via une application, après quoi un véhicule sans chauffeur viendra les chercher et les conduira à leur destination. Pour les propriétaires de Tesla, cela signifie qu'ils pourront potentiellement mettre leur véhicule au travail comme un Uber autonome lorsqu'ils ne l'utilisent pas, créant ainsi une source de revenus supplémentaire. Cette annonce arrive peu après des rumeurs selon lesquelles Tesla aurait mis de côté son projet de modèle plus abordable, connu sous le nom de Model 2, pour se concentrer pleinement sur le développement de son robotaxi. Ce changement de cap serait une réponse à l'intense concurrence des fabricants de véhicules électriques chinois qui ont réussi à produire des voitures à des prix inférieurs. Cependant, Elon Musk a immédiatement démenti cette nouvelle en affirmant que Reuters avait menti une nouvelle fois. Le robotaxi sera une plateforme de véhicules de nouvelle génération développée par Tesla. Bien que les détails spécifiques restent rares, Musk a laissé entendre que le design serait assez futuriste et a déjà partagé des concepts qui montrent un véhicule à 2 portes sans volant. Cette initiative s'appuie également sur les progrès significatifs réalisés par Tesla dans le développement de son logiciel de conduite autonome, Full Safe Driving ou FSD, qui a récemment été mis à jour pour améliorer son apprentissage à partir de millions de clips vidéo. Toutefois, le succès du robotaxi ne dépend pas uniquement de la technologie de Tesla, mais aussi de la capacité de l'entreprise à naviguer dans les différentes juridictions qui réglementeront les véhicules autonomes. Cette annonce du robotaxi de Tesla promet d'être un moment déterminant non seulement pour l'entreprise, mais aussi pour l'industrie automobile dans son ensemble. La voiture ne sera plus un objet que l'on possède, mais un service que l'on utilise. Cela engendrera une source de revenus immense pour Tesla qui va pouvoir non seulement déployer des flottes de véhicules autonomes à travers le monde, mais aussi vendre ou louer des licences à d'autres manufacturiers automobiles. À terme, Tesla n'aura donc plus d'intérêt à vendre des véhicules puisque les revenus récurrents du service seront beaucoup plus rentables. Un événement privé a eu lieu au centre Tesla de Malibu, où a été présentée une version améliorée du Model 3 nommée Ludicrous, capable d'accélérer de 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes. La version Ludicrous promet une puissance de 627 chevaux, surpassant les performances de versions antérieures grâce à l'utilisation possible de nouvelles cellules de batterie produites à la Giga Texas,
En effet, un détail particulièrement intriguant est que ces véhicules portaient des plaques d'immatriculation aux fabricants du Texas, suggérant une production potentielle à la Gigafactory du Texas, une nouveauté pour le modèle 3. Activés via la dernière mise à jour OTA, les phares adaptatifs à matrice LED de Tesla marquent une avancée notable en termes de visibilité et de sécurité. Ces innovations introduites dans les modèles récents de Tesla Model 3 et Model Y Performance utilisent des technologies avancées pour améliorer l'expérience de conduite nocturne. Les LED Pixel de Samsung, au cœur de cette technologie, offrent une illumination précise et adaptable, capable de réduire l'éblouissement pour les autres usagers de la route grâce à 100 pixels programmables individuellement. En détectant les autres usagers de la route et en atténuant de manière sélective certains pixels des phares, les feux de route restent allumés plus souvent pour une meilleure visibilité la nuit. Disponible en Europe mais pas encore au Canada, il fonctionne uniquement sur les modèles équipés de Matrix LED Pixel. Pour l'instant, il n'est pas clair si Tesla proposera un kit de rétrofit pour les anciens modèles de Model 3 et Model Y qui ne sont pas encore équipés des nouveaux phares à matrice LED. Toutefois, il est attendu que la version long range du modèle Y bénéficie également de cette nouvelle unité de phare, tout comme le nouveau modèle Performance et l'ensemble de la gamme Model 3. L'entreprise de Sandy Munro a procédé au démontage du Cybertruck et a révélé que la batterie est étonnamment à moitié vide, ce que le chef ingénieur a confirmé, laissant l'équipe perplexe. Avec 123 kWh, le Cybertruck possède la plus petite capacité de batterie parmi les pick-up électriques, ce qui a déçu en termes d'autonomie en dépit de l'efficacité habituelle de Tesla. Cet espace disponible au sein du pack de batterie suggère la possibilité d'ajouter une autre couche de cellules pour en doubler la capacité. Une option de batterie à autonomie étendue est envisagée mais n'est pas encore disponible. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. À bientôt. Les parcs de véhicules devront s'électrifier. Et qui pense à l'électrification d'un parc de véhicules pense à Fizz Électrique Énergie Intelligente. Voilà une entreprise qui prêche par l'exemple. Elle est elle-même une entreprise zéro émission avec sa flotte 100% électrique. On ne parle pas juste d'installateurs d'équipements ici. On parle d'une entreprise qui a été parmi les premières à s'électrifier. Elle a donc le vécu et l'expérience pour vous accompagner et ce de façon réaliste et adaptée. Avec presque 2000 installations de bornes électriques depuis 2012, Fizz possède à son actif plusieurs projets majeurs en déploiement de parcs d'autobus scolaires, de véhicules lourds, de véhicules légers, ainsi que plusieurs sites de concessionnaires. Vous serez accompagné de A à Z dans vos projets, de l'étude de besoins à la conception, l'installation et la vérification des stations. Les meilleurs produits répondant à vos besoins vous seront proposés. Détentrice d'une licence de maître électricien délivrée par le CEMEC, d'une licence RBQ d'entrepreneur général et d'une certification MERN accompagnateur en gestion de l'énergie et électrification d'un parc de véhicules, ne perdez plus de temps, c'est Fizz et son équipe qui s'occupent de vos travaux. Contactez le FIZ2.ca ou par courriel info@fizz.ca. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Toutes les informations pour s'inscrire se retrouvent évidemment sur le site web de l'AVEC dans la section événements. Le relais électrique débarque au Salon du véhicule électrique et hybride rechargeable de Montréal. C'est du 19 au 21 avril au Stade olympique. Il y aura ensuite un kiosque virtuel. Vous devez évidemment vous inscrire via le site web de l'AVEC. C'est la conduite des véhicules électriques et l'importance des pneus et leur entretien. Ça aura lieu le 22 avril de 19h à 20h. L'AVEC se recharge au Salon de l'énergie et environnement du lac Mégantic. C'est le 4 mai de 10h à 16h au Centre sportif Mégantic. L'AVEC se recharge ensuite à l'école Henri Bourassa et Soleil de l'Aube. Tout ça, c'est le 9 mai de 16h à 19h à l'école Henri Bourassa et Soleil de l'Aube. L'AVEC se recharge à la journée de l'environnement de Joliette du 11 mai de 10h à 16h, c'est au parc de la Place Bourget. Et finalement, l'AVEC se recharge au rendez-vous environnemental de Prévost. C'est le 18 mai de 9h à 13h à l'école Val-des-Monts.
Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités et collaborateurs, c'est-à-dire Louis-Olivier Batty, Sébastien Côté ainsi que Laurent Gigon. À la recherche, Martin Archambault et Stéphane Levert. Merci à tous nos chroniqueurs, Stéphane Levert, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Daniel Rochefort. Aux communications, Marie-Hélène Hamelin, thème musical, François Viau, Luc Poirier et Marie-France Falardeau. Réalisation et production, les Studios Basses. Un merci tout spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible. Encouragez-les, s'il vous plaît. Hydrosolutions, Précision PPF, Vitres teintées, Fils électrique, Bourgeois Chevrolet, Création L'Escarmot, UAP Napa, Taiga Motors, le groupe Énergie Canada, Équiterre et l'Association des véhicules électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous en presserions en être avisés. Et les questions sur le balado doivent être adressées à martin@silenceroule.com, tandis que pour l'information générale sur les véhicules électriques, visitez le www.avq.ca. Vous avez accès aux archives de tous nos épisodes ainsi qu'à notre boîte vocale directement sur notre site web au silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault. Et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.